Bien, d'abord, merci d'avoir choisi ce thème. Les Nations Unies, on en parle rarement, on les évoque rarement, et quand on en parle, en général, c'est pour en dire du mal. Entrez, entrez. C'est pour en dire du mal. Alors, je ne suis pas là ce matin pour vous faire le procès des Nations Unies en 30 minutes. Je laisse ça à des gens bien plus compétents que moi, que sont les habitués du café du commerce. Je voudrais simplement tenter de vous faire percevoir la réalité du maintien de la paix, c'est-à-dire la dimension sécuritaire des missions des Nations Unies. Par ma toute petite expérience, avec l'inconvénient, évidemment, c'est que je peux déformer certains aspects et en masquer d'autres. Je vous remercie et je vous sais gré d'avoir choisi ce thème pour une raison simple, c'est que en cette bonne ville de Vannes, où tient garnison un régiment qui a beaucoup donné dans cette mission et qui va continuer et qui continue de donner, parce que ce soit sous commandement onusien ou sous commandement national, ce régiment est engagé et sur le terrain pour les exécutants, qu'ils soient marsouins ou non, pour les exécutants, les missions sont extrêmement proches et les risques sont parfaitement identiques. Donc, je crois qu'il est intéressant à Vannes que vous sachiez que ce genre de choses existe. Pour cet exercice, j'allais dire épreuve, mais pour cet exercice, je ne serai pas seul, puisque depuis New York, le général qui commande la mission militaire auprès de notre représentation permanente de la France auprès des Nations Unies, j'ai presque dit les choses dans l'ordre sans me tromper, donc le général Thierry Lyon a accepté, malgré l'heure matinale, il doit être un peu plus de 7h, 7h05, 7h06 à New York, a accepté d'être avec nous, de nous rejoindre, et il sera en particulier avec nous et répondra en direct à vos questions. Voilà, 30 minutes, parce que je crois que je vais essayer de les tenir. Je crois que l'intérêt de cette présentation, c'est d'abord vos questions et vos commentaires, et puis éventuellement les réponses qu'on peut y apporter. Donc on va essayer de faire un support d'image pour gagner du temps, tout simplement, si ça veut marcher. On va y arriver, voilà. Voilà. Le maintien de la paix, en réalité, je suis tombé dedans quand j'étais grand. J'ai une épouse admirable, je peux en parler puisqu'elle n'est pas là. J'ai une épouse admirable parce qu'un jour, je lui ai annoncé que je partais pour 6 mois à Sarajevo, et j'y suis resté 2 ans. 2 ans pendant la guerre de Bosnie, jusqu'en 1995. Et puis lorsque la paix est revenue, en 1995, la force de l'OTAN a pu se déployer en toute quiétude. Nos soldats, qui étaient toujours là, et qui représentaient le contingent le plus important en ex-Yougoslavie à l'époque, nos soldats n'ont eu qu'à changer de couleur de casque. Et peu de temps après, j'ai été désigné pour être le commandant second de cette force, puisque nous avions le contingent le plus important après le contingent américain, bien entendu. Vous comprendrez que je ne sois pas à 100% présent avec vous ce matin à cause de ces souvenirs-là. Cette photo-là que vous venez de voir, elle est tout à fait représentative, symbolique de notre action là-bas. Le maintien de la paix, je l'ai vécu aussi en Afrique, et en particulier en Afrique australe, quand je commandais les forces armées de la zone sud de l'océan Indien. Et on a fait beaucoup d'exercices, de stages, de manœuvres au profit de nos amis sud-africains, malgaches, tanzaniens et autres, et en règle générale avec tous les États de la SADC, pour ceux qui connaissent cette organisation régionale de l'Union africaine, tous les pays en gros au sud du Congo, Kinshasa et du Kenya. J'aurais pu vous passer de belles images de parachutage dans les réserves naturelles d'Afrique du Sud entre les éléphants et les girafes, mais je crois que cette image-là, elle est bien plus représentative et symbolique de l'action que nous faisions, et que nous faisons toujours d'ailleurs. On envoyait des petites équipes, un détachement d'instruction opérationnelle, des petites équipes de 10 moniteurs, 10 instructeurs, dans les pays qui en faisaient la demande, pratiquement tous d'ailleurs, qui restaient une quinzaine de jours pour une formation et qui revenaient, qui repartaient. Ça, c'est des gens du... on ne peut pas réduire la lumière, mais c'est des gens du 2e RPIMA de Saint-Pierre de la Réunion, qui sont au Botswana. Le Botswana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Suisse de l'Afrique, et c'est un pays qui pourrait donner des leçons de gouvernance et d'état de droit
à bien des États du continent. Un beau pays, à bien des points de vue. Alors oui, alors ça se fait dans le cadre du programme français, initié par la France plutôt, et soutenu désormais par l'Union européenne, le programme RECAMP, qui signifie tout simplement reconstitution des capacités africaines de maintien de la paix, ça tombe bien, c'était ça. Et en effet, il y a une vraie demande de tous les pays pour suivre ce stage-là, ce programme-là. Voilà. J'ignore vos connaissances sur le sujet, sur l'ONU. Donc en introduction, je vais faire une courte excursion en Onusie, ce pays fictif, où tout commence par une charte, en l'occurrence, celle qui a été signée à San Francisco en 1900. J'ai déjà oublié l'année, mais c'est pas grave, 45 ou 46. Et voilà le préambule, un extrait du préambule de cette charte, une immense ambition, pas toujours atteinte, mais une immense ambition quand même, et c'est bien d'avoir des ambitions dans la vie. Et vous pouvez vous permettre à votre âge d'en avoir beaucoup. Voilà, maintenir la paix. Ça, oui, c'est cadré, ça marche. Maintenir la paix, et il faut bien reconnaître que les Nations Unies sont devenues un acteur incontournable, et parfois perfectible évidemment, mais en tout cas incontournable, de la résolution des conflits dans le monde. Il y a à peu près un peu plus de 60 opérations de maintien de la paix qui se sont bien terminées. Il y en a d'autres qui se sont moins bien terminées, on en reparlera si vous le souhaitez. Et il y en a d'autres en cours, il y en a 16 actuellement en cours. Et parmi les 16, je crois qu'on a des citoyens français dans 7 ou 8 de ces 16, mais le général Lyon tout à l'heure nous le dira. Je voudrais, donc vous le savez sans doute, mais je voudrais vous dire simplement que le général Lyon a servi, avant d'être à New York, a servi en Centrafrique et avant en Afghanistan, donc il a une solide expérience de ce genre d'opération. Voilà, d'abord, oui, c'est dommage que la lumière... On rentre ici dans le temple ou dans la cathédrale des Nations Unies, le siège de l'Assemblée générale. Tous les États sont là. Le dernier, c'est le Sud-Soudan qui a rejoint il y a quelques années, 193. On va y arriver. Voilà. Il y a une stricte égalité entre États. L'Assemblée générale vote des recommandations, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de pouvoir exécutif, si je puis dire, au niveau des Nations Unies. Mais c'est un puissant organe, un irremplaçable organe de négociation. On ne perçoit pas bien de notre point de vue parce que les grandes puissances, entre guillemets, peuvent se passer des Nations Unies. Les petits États qui ont un réseau diplomatique assez peu structuré, assez peu fourni, ne peuvent pas s'en passer. Parce que là, il y a 3 mois par an, tous les États représentés, tous les États de la planète représentés. Et donc pour eux, c'est irremplaçable. Donc ne se nommez pas l'Assemblée générale, elle a un vrai pouvoir quand même de négociation et d'influence. Voilà, ça se passe de commentaires. Bon, certains ne savent pas qu'effectivement, le Conseil de sécurité, c'est 15 membres. Il y en a 5 plus importants que d'autres, évidemment, mais c'est 15 membres. Et que, contrairement à ce qu'on peut penser, la majorité doit être à 9 pour qu'une résolution passe. Voilà. Et puis le dernier triptyque, si je puis dire, c'est le secrétariat dans ce magnifique immeuble qui surplombe l'East River. À New York, le chiffre sacré, c'est 38, parce qu'il y a 38 étages, et au dernier étage, évidemment, est le bureau du secrétaire général. Voilà, mais les Nations Unies, ce n'est pas seulement en gros, les 10 000 personnes qui travaillent à New York, sous statut onusien, c'est bien plus que ça, et vous allez le voir très rapidement. Je
crois qu'on n'a pas conscience de ces chiffres. La population française est réfugiée. Ça sont des chiffres de juin de cette année. Je vous laisse méditer celle-là, par exemple. Voilà. Entre la Jordanie et le Liban, il y a un peu plus de 2 millions de réfugiés syriens. 2 millions. Regardez ce camp-là, qui est un parmi d'autres, c'est 50 fois la jungle de Calais. Et c'est un espace infime dans nos médias, peut-être nul d'ailleurs, par rapport à ce qu'on a tout dit sur Calais. Donc là, c'est une logistique énorme. Vous voyez que ce camp est organisé, structuré. Il y a des terrains de foot, il y a des hôpitaux, puis il y a la nourriture et la sécurité. Enfin, ce n'est pas évidemment l'idéal. Ça, je pense que beaucoup de gens l'ignorent aussi. Moi, le premier, il y a 15 jours. Et celui-là aussi. Voilà. ONU Femmes, c'est la dernière entité créée par les Nations Unies en 2010 pour lutter contre les violences et la discrimination faites aux femmes et aux jeunes filles et aux filles d'ailleurs en général dans le monde. Je constate que l'ONU a mis 65 ans pour s'apercevoir du problème et créer cette entité. À titre info, donc c'est sur budget séparé ça, l'Inde est le premier contributeur financier à ONU Femmes. L'Inde pourtant qui, dans les médias, on a souvent des drames qui s'y passent. Voilà l'ambassadrice de cette année. Ne croyez pas que la défense des droits des femmes, c'est une opération de marketing, de relations publiques aux Nations Unies, mais je trouve quand même que choisir un héros de bande dessinée, une sorte de Superman féminin, ça a quand même une certaine allure et ça a déjà un retentissement certain dans le monde. Ce qui est certain, c'est que c'est une des conditions du succès de l'efficacité des Nations Unies dont les opérations aujourd'hui sont déployées malgré tout dans des endroits, dans des pays où l'égalité des sexes ne va pas toujours de soi. Je n'insiste pas là-dessus. Voilà, un docteur népalaise en l'occurrence. Voilà, et puis aussi, on va y revenir, c'est le maintien de la paix. Près de 120 000 casques bleus aujourd'hui sur la planète, essentiellement en Afrique. Bon, j'ai hésité un peu avant de vous passer les 3 images suivantes. Je n'ai pas hésité longtemps, je vous l'avoue. Mais j'en avais un peu assez de ces magnifiques reportages qu'on voit à la télévision sur la guerre de haute technologie, où le ciel est clair et où tout va bien et depuis son fauteuil bien installé, on peut faire la guerre, entre guillemets. Les opérations de maintien de la paix et de manière générale les opérations terrestres, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Donc les âmes sensibles, vous vous attendez. Voilà, cet homme-là, il s'appelait Eric, il était toulonnais, il avait 3 enfants et il avait 30 ans. Je ne connais pas son prénom, mais c'est en République centrafricaine le jour de l'intronisation de la présidente de la République. Voilà, ça c'est à 2 heures d'avion de Paris. Une scène ordinaire de nettoyage ethnique. Rassurez-vous, les 2 personnes qui encadrent cette pauvre femme en veste de laine blanche ne souffrent plus. Et elle, ça n'est pas terminé. Je crois qu'il faut être conscient que les guerres civiles, elles portent bien leur nom, parce qu'il y a 2 camps qui se battent pour un même territoire, et donc la population civile de l'autre camp doit nécessairement disparaître. Disparaître par cette solution-là, c'est la paix des cimetières, ou par l'exil, et dans les 2 cas, c'est du nettoyage ethnique. Voilà un homme qui ne mérite pas qu'on lui applique les conventions de Genève, évidemment. Voilà,
Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet avant de voir le rôle de la France dans cette affaire. Le maintien de la paix, contrairement à ce que je vous ai préparé là, ce n'est pas une doctrine, c'est une doctrine qui a été élaborée depuis 60 ans. C'est 60 années de tâtonnement, d'expérience, de recherche, de solutions prises dans l'urgence, et puis petit à petit, on en a tiré des leçons, et petit à petit, on en a tiré une doctrine d'ailleurs qui, au fil et par cette démarche-là, qui est un peu une démarche un peu prospective, continue en permanence d'évoluer. Quelquefois, c'est ça, un pansement de fortune sur une vilaine blessure. Voilà, retenez bien ça. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Et c'est une chose à ne pas retenir, c'est ça. À ne plus retenir, parce que ça n'est plus ça. Ça, c'est la conception traditionnelle du maintien de la paix. C'est la conception, la culture scandinave et la culture canadienne. Il faut reconnaître que, je dirais hélas, aujourd'hui, le maintien de la paix, c'est devenu un vrai métier pour les militaires et un vrai métier pour les vrais militaires. Bon, il y a bien entendu un cadre normatif que vous connaissez sans doute mieux que moi. Et des principes qui sont là, principes qui tombent sous le sens et qui sont l'objet toujours de vrais débats. D'abord, le consentement des parties. Il est clair que les habitants d'Alep aujourd'hui voudraient bien que toutes les parties consentent à ce qu'il y ait une opération de maintien de la paix en Syrie. Il n'y en a pas. Et au Rwanda aussi, il n'y en a pas. L'impartialité, simplement l'impartialité, ne croyez pas que ce soit un mot pris au hasard. L'impartialité, ça ne signifie pas du tout l'indifférence ou la passivité ou la neutralité. Un arbitre de foot, il est impartial, mais sur le terrain, il n'est pas neutre. Hein, s'il y a des fautes, il siffle des fautes. Il faut bien se rendre compte qu'une opération de maintien de la paix doit réagir s'il y a des violations au processus de paix ou tout simplement au droit de l'homme. Et le non-recours à la force est aussi un principe qui est toujours aussi fort, mais le recours à la force n'est plus une question taboue depuis bien longtemps. D'ailleurs, si vous avez des questions, on pourra l'évoquer. Bon, très rapidement sur le mandat et les chapitres, pour ceux que ça intéresse, le Conseil de sécurité sort une résolution qui est un véritable ordre d'opération militaire avec une analyse de la situation, une mission, c'est-à-dire ce que vous allez faire, crée une structure, une force, et on décide du délai d'intervention de cette force, de la durée de l'intervention. C'est un ordre d'opération qui peut être, donc qui est exécutoire et qui peut être placé sous l'égide de deux chapitres. Le chapitre 6 qui est écrit sur le truc et dont j'ai oublié le règlement pacifique des conflits, et le chapitre 7 qui est en clair l'autorisation d'avoir recours éventuellement à l'usage des armes. Sauf à ce que le général Lyon me dise le contraire tout à l'heure, toutes les opérations en cours aujourd'hui, sauf les traditionnelles qui remontent à 50 ans, sont sous chapitre 7. Et donc, vous pouvez imaginer que les mandats sont d'intensité très très variable, depuis l'observation jusqu'à l'imposition de la paix, c'est-à-dire à faire la guerre pour imposer la paix, tout simplement. Voilà toutes les missions actuelles en cours. Jérusalem, je crois que c'est la plus vieille. Je crois que c'est 48, avec Chypre. À Chypre, le slogan des gens qui étaient là-bas, les Scandinaves et les Britanniques, leur slogan c'était « Conserve le job pour ton fils ». Parce qu'à Chypre, tout va bien, on est bien payé, il ne se passe rien, pourvu que ça dure. Ailleurs, ce n'est pas toujours le cas. Pardon ?
Tout le monde connaît l'Abye, voyons. Moi, je l'ai découvert il y a 10 jours, mais c'est pas grave. L'Abye, on verra une carte tout à l'heure, c'est une enclave, c'est un peu en dehors entre la France et l'Espagne, mais c'est une enclave qui fait 10 000 km² à peu près, entre le Soudan, capitale Khartoum, et le Sud-Soudan, capitale, j'ai bouffé le nom, mais le général Lyon la connaît bien. Pardon ? Djouba, oui, voilà, merci. Donc c'est une enclave où on a déployé une mission des Nations Unies précisément pour arrêter les massacres qui s'y déroulaient. On en reparlera peut-être. L'opération conjointe au Darfour, c'est conjointe avec l'Union africaine, ONU, Union africaine. Voilà, de la paire de jumelles à l'hélicoptère armé, je peux vous dire que si il y a 10 ans ou il y a 15 ans, on avait imaginé des hélicoptères armés peints en blanc dans une mission d'opération de la paix, de maintien de la paix. Personne n'imaginait ça. Ce sont des hélicoptères sud-africains dans l'est du Congo qui ont pour mission, je vous l'ai mis ici, de neutraliser des groupes armés. Alors quand on neutralise avec un hélicoptère armé des groupes armés, on ne fait pas de prisonniers en général. Voilà, les conditions idéales. L'appui total d'un Conseil de sécurité uni, unifié. C'est une tautologie, mais je crois qu'il faut être bien conscient que le Conseil de sécurité est parfois uni, en effet. Non, faut pas avoir le verre à moitié vide, mais c'est vrai que si on n'a pas cette première condition, on n'a rien qui suit. Et en particulier, un mandat clair, crédible, réalisable, c'est une citation d'un rapport, pour les gens qui s'intéressent, d'un excellent rapport d'un diplomate, le rapport Brahimi, dont je pourrais donner les coordonnées à ceux qui veulent. Une posture de force robuste, robuste c'est la traduction, la traduction habituelle de l'anglais, mais en fait musclé, je préfère musclé. Mais il est clair que si on montre sa force, on est mieux obéi, on est mieux écouté. Et un déploiement d'une structure de casque bleu avec un but, sinon les populations locales ne peuvent pas adhérer, s'il n'y a pas un processus de paix, un objectif, un espoir vers lequel tendre. Et puis un soutien fort et constant des nations contributrices de troupes, pardon. Sinon, évidemment, sans troupes, pas de Suisse, pas d'argent, pas de Suisse et pas de maintien de la paix. Un déploiement rapide, je l'ai rajouté parce qu'on va en reparler. Et à contrario, bien, les conditions d'un échec assuré, c'est l'indécision politique. Ce n'est pas moi qui vais vous en donner des exemples, vous en avez en tête. C'est un mandat flou. C'est un mandat très flou. Je me souviens en ex-Yougoslavie, au cours des négociations de Genève, avec une percée spectaculaire dans les négociations, la consigne venant de Genève, politique, c'était au patron de la Fort-Prenu, à Zagreb, c'était « do something general ». Ça veut dire « général, faites quelque chose ». Voilà, donc il l'a fait. L'inadéquation entre l'ambition des mandats et la faiblesse des moyens, la qualité des contingents. Je vous ai mis une citation, là, citation qui date de début 1994, c'est important la date, d'un haut responsable de l'ONU de l'époque, auquel venait se plaindre mon général, qui commandait la Fort-Prenu, sur la qualité d'un contingent en particulier et sa parfaite inutilité sur le terrain. Et voilà ce qui lui a été répondu aux Nations Unies. S'il vous plaît, ne mélangez pas les torchons et les serviettes en clair. Ça m'est resté en travers. Pardon ? Pourquoi avoir qualifié la bureaucratie d'onivienne? Qu'est-ce que vous entendiez par là? Ce qui a été précédent. Oui. L'ONU, les Nations Unies, c'est une instruction bureaucratique. D'abord, aux Nations Unies, tout est collectif. On ne peut pas faire... je parle sous contrôle de mon camarade de l'autre côté de l'Atlantique, mais il faut une répartition. Tous les États sont représentés. Et donc, il y a une extrême bureaucratie qui est sans doute
indispensable dans toute organisation multinationale, sans aucun doute. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie bureaucratie. Un exemple, en Bosnie, à tout cela, on voulait créer un poste de CIFPOL, de policiers militaires, 2 fonctionnaires, pour les mettre à tout cela. Il fallait l'autorisation du siège des Nations Unies, de New York. Et donc, aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure si vous le souhaitez, mais les Nations Unies font un gros effort de débureaucratisation, et en particulier les Américains lui reprochent beaucoup sa lourdeur, sa bureaucratie, ses procédures. C'est un organisme multinational, international, une agence internationale, une organisation internationale qui est gérée un petit peu à la soviétique, si vous voyez ce que je veux dire, sans entrer plus dans le détail. On en reparlera tout à l'heure. Oui, pardon. Voilà, génération de force, l'ONU n'a pas de force en attente, ni de force prête à être envoyée sur le terrain. Donc il faut pédaler très fort dès qu'il y a un mandat qui sort du Conseil de sécurité, et un petit peu avant, parce qu'on sent venir les choses, pour essayer d'attirer les gens pour qu'ils fournissent des troupes. Voilà, ce que j'appelle le maintien de la paix saison 2, c'est tout simplement le constat d'un environnement beaucoup plus dangereux qu'avant, et donc des missions plus musclées. Je n'ai plus en tête les... C'est l'utilisation dans cet environnement plus dangereux de nouveaux équipements, de nouveaux systèmes d'armes, et donc, qui dit nouveaux systèmes d'armes, dit nouvelles formations aussi. Des opérations multifonctions, on en reparlera, et une faible participation des pays occidentaux, c'est l'introduction à tout ce qui suit. Voilà, des mandats plus musclés. On est que la MONUSCO, c'est-à-dire la mission dans l'est du Congo, a mission de neutraliser les groupes armés, par exemple. Dans le strict respect du droit international, cela va de soi. Voilà, des missions de plus en plus complexes, parce qu'en réalité, il s'agit non seulement de faire aboutir un processus de paix, mais également quelquefois de créer, de recréer, ou de créer tout court une structure étatique. Il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus d'institutions judiciaires, il n'y a plus de police. Et donc il faut faire tout ça. Participation des femmes, ce n'est pas des participations des femmes aux élections seulement, c'est participation des femmes dans les structures étatiques nouvellement créées, des juges, des enseignants, des policiers, des femmes politiques évidemment. Alors, on n'y arrivera pas. Voilà, juste un mot là-dessus. Il y a tout un tas de fonctions dans ces nouvelles missions, dont la fonction militaire évidemment, qui n'est pas prépondérante, mais qui est en même temps dimensionnante, ou plus exactement conditionnante. C'est-à-dire que si la sécurité n'est pas assurée, si elle n'arrive pas à assurer la sécurité, les autres branches ne travaillent pas dans leurs missions respectives, évidemment. Mais ça ne veut pas dire que le militaire doit se mettre en avant, c'est un pompier modeste, si je puis dire. Faible participation des pays occidentaux, ça c'est le constat dressé aujourd'hui, c'est ce que je ne connaissais pas quand j'étais en Yougoslavie, puisqu'il n'y avait presque que des occidentaux. Voilà, j'ai réécrit ça autrement, je vous laisse lire. Voilà. Voilà, les 10 premiers contributeurs. J'ai fait ça il y a 15 jours et j'avais déjà mis le Rwanda en rouge. Tout à l'heure, s'il y a des questions, je vous dirai pourquoi j'ai mis le Rwanda en rouge. En tout cas, les nouvelles de ce matin me confirment que j'avais raison. $8 milliards pour l'année 2015-2016, puis ça va de juin à juin. Vous voyez que les États-Unis financent presque le tiers. Ça, c'est le budget des opérations de maintien de la paix. Ce n'est pas le budget régulier de fonctionnement courant des Nations Unies. Ça, c'est une caricature toute récente que j'ai piquée dans le Birmingham News, Birmingham, Alabama, c'est-à-dire la ville du pasteur Martin Luther King,
Elle est très révélatrice du sentiment de l'Amérique profonde sur les Nations Unies. D'abord, ils appellent ça les neutres unis, mais ce groupe de diplomates distingués d'une autre époque qui sont horrifiés à l'idée de devoir prendre une décision. Ça n'est pas gratuit, ça n'est pas anodin, ce genre de truc aujourd'hui, et vous allez voir pourquoi. Voilà une citation de quelqu'un que vous avez peut-être deviné, et qui en substance dit « Nous devrions reconsidérer très sérieusement nos investissements dans l'OTAN et dans les Nations Unies qui ne rapportent pas, si je puis dire, pour nous qui payons l'addition ici. » Et très vite, les Nations Unies vont devenir une plaisanterie ou une farce. On va y arriver. Il a dit d'autres choses sur l'Alliance Atlantique, évidemment. Voilà ce que pensent les Nations Unies, les États-Unis, partant des Nations Unies, mais on en reparlera tout à l'heure puisqu'il faut avancer un peu. Mais pour certaines administrations, ça a été jusqu'à un obstacle à la sécurité nationale. Rappelez-vous que le président Bush, le grand, pas le petit, le grand, a été battu aux élections à la suite de l'opération du maintien de la paix en Somalie. Et les Américains n'ont jamais compris pourquoi les forces américaines à la première guerre du Golfe s'étaient arrêtées pile à la frontière de l'Irak. Pourquoi je vous dis que l'environnement est bien plus dangereux qu'avant? Vous voyez que pour les missions en cours actuellement représentent 50%, c'est ça? 50% des pertes totales de toutes les missions depuis 1948. Et puis j'ai mis un chiffre en dessous, c'est 114 tués. Notre contingent français, en 2 ans et demi de guerre en Yougoslavie, 114 tués, dont 2 marsouins du 3e RIMA. 114. Alors, pour un contingent à l'époque qui était de 4500 à peu près. Là, vous n'y couperez pas, si je peux dire. C'est un hommage à un ami, à un diplomate brésilien qui était le chef des affaires civiles à la Fort-Prenu, un homme exceptionnel qui a été tué dans son bureau à Bagdad. Il était le chef de la mission des Nations Unies en Irak. Son bureau, son immeuble, en plein centre dans la Green Zone à Bagdad, c'est-à-dire la portion du monde à l'époque la plus sécurisée, après Fort Knox sans doute. Il a été simplement tué par un camion qui transportait 1,5 tonne d'explosifs. On ne rentre pas en Kalachnikov, mais avec un camion d'explosifs, on pouvait rentrer dans la Green Zone. S'il était là, il aurait déjà pris la parole, Sergio. Et s'il était là, vous n'en seriez pas rendu compte vous-même, parce qu'il était plus français que français. Il s'exprimait dans un français impeccable, irréprochable. Sa famille habite Évian. Il a tenu à ce que ses enfants aient une éducation en France. C'était un grand bonhomme. Bon, alors l'action de la France, très rapidement. Je vous laisse lire. Voilà, le général Lyon, dans un passé récent, était précisément l'un de ces 5 en République centrafricaine. Les chiffres au 1er novembre, un petit peu moins de 1000. « 38 policiers, lisez, probablement 75% de gendarmes et 25% de policiers. La MISOM, c'est la mission de maintien de la paix en Somalie. C'est une mission de l'Union africaine. La France finance au travers de l'Union européenne. Et tout récemment, l'Union européenne a décidé de geler son financement, non pas pour toute la mission, mais uniquement pour le contingent burundais, en raison des violences et des violations des droits de l'homme au Burundi. Donc voilà un contingent de soldats musclés qui n'est plus payé et qui risque, au retour au pays, de faire un petit peu pression sur le gouvernement burundais. Du moins, c'est ce qu'on espère à Bruxelles. Un gigantesque effort de formation au maintien de la paix pour les armées africaines
et un gigantesque effort de formation en éducation du français, si je peux dire, puisque de plus en plus de missions sont déployées en secteur francophone. Et on soutient un réseau, il y a des gens qui le savent mieux que moi dans cette salle, on soutient un réseau d'écoles nationales à vocation régionale, c'est un terme que j'oublie régulièrement. En Afrique, ce sont des écoles militaires que nous soutenons, nous encadrons quelquefois d'ailleurs, on participe à l'encadrement en tout cas, en Afrique, à cet effet. Un appui opérationnel, voilà un drone que l'armée de l'air française a mis à la disposition de la MINUSCA. Et puis sachez bien que toutes les missions françaises en Afrique, sous commandement national, préparent, précèdent, accompagnent, soutiennent, tout ce que vous voulez, les missions des Nations Unies. Les missions des Nations Unies. La diplomatie française fait l'effort systématique de placer ces missions qui sont déployées à la demande des autorités légitimes des pays dans lesquels elles se déploient, mais un effort tout spécial est fait pour les accrocher, pour les raccrocher aussi à un mandat du Conseil de sécurité. Donc toutes ces opérations nationales sont sous mandat du Conseil de sécurité. Et mon topo ne serait pas complet si on ne parlait pas de cet homme-là, qui est le secrétaire général adjoint pour le maintien de la paix. C'est un personnage extrêmement important aux Nations Unies, qui a une très très lourde responsabilité. Hervé Latsou, c'est un diplomate de très haut niveau, qui va quitter son poste en février de l'année prochaine. Il est là depuis 5 ans. Et comme tous les diplomates de très haut niveau, il n'a pas de prévention contre le monde militaire. C'est bête de dire ça, mais ça existe dans d'autres sphères. C'est un homme aussi, vous le voyez assis à son bureau, enfin en l'occurrence pas à son bureau, puisqu'il est au Conseil de sécurité, là, devant le Conseil de sécurité, pardon. C'est un homme aussi qui est rarement à New York, qui est souvent sur le terrain pour percevoir les choses et apporter sa contribution. Ça fait 20 ans, depuis 1996, c'est pour ça que la date, tout à l'heure je vous ai dit de retenir la date, depuis 1996, ça fait 20 ans que la France détient ce poste-là, 20 ans sans interruption. Hervé Latsous, il est en fonction depuis 5 ans. Il a, je le dis à la place de mon camarade de l'autre côté, il a révolutionné, il a donné une impulsion fantastique aux opérations de maintien de la paix. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, vous imaginez bien que les couteaux sont sortis, et qu'ils sont sortis bien avant février 2017 pour son successeur. Alors évidemment, la France a quelques noms, mais de cette qualité-là, ce n'est pas évident. Et puis notre représentant permanent au Conseil de sécurité, qui est un diplomate de très haut niveau également. Je crois qu'il est là depuis 4 ans, donc il a une solide expérience des Nations Unies. Auparavant, il a été 4 ans ambassadeur de France aux États-Unis, à Washington. Et pour la petite histoire, son prédécesseur aux Nations Unies, c'était Gérard Haraud, qui est précisément aujourd'hui à Washington. Et c'est l'homme qui a tweeté de manière inconsidérée, pour certains, il y a quelque temps. C'est aussi un tout bon. Dans les grands prédécesseurs de François Delattre, il y a un nom qui va peut-être évoquer des choses pour vous, c'est Éric de la Barre de Nanteil, que vous connaissez bien dans cette belle ville de Vannes. Bon, ça c'est les débats du moment, qui reviendront peut-être dans les questions. Voilà, vous n'y couperez pas aux 3 derniers diapos. Elle a un beau sourire, mais surtout ce capitaine du Niger, de l'armée de terre du Nigérien, chut, silence, qui est passé maintenant commandant depuis. Elle a reçu le prix, entre guillemets, de la femme de l'année de la mission des Nations Unies au Mali pour son engagement en première ligne, je dirais, et au profit des populations civiles. Elle était aux affaires civiles, en l'occurrence, à Gao.
le capitaine, le commandant Isaka. Un autre sourire, dans un autre genre, un guerrier sikh, dont vous pouvez constater qu'il a une vision extrêmement précise et vraisemblablement tout à fait définitive du port du voile. On y arrive? Voilà. Bon, celle-là, elle a fait le tour du monde. Voilà. Merci.